Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel hebdo. Voici le meilleur de l'info de ces derniers jours d'actualité. Un hebdo qui revient bien sûr sur la semaine européenne de la réduction des déchets. C'est du 17 au 29 novembre et à cette occasion, le centre de tri Trivalis de la Ferrière a ouvert ses portes au grand public. C'est là que vos déchets recyclables finissent. L'occasion de vous faire découvrir le circuit de nos fameux sacs jaunes après leur ramassage. Le récit, Grégoire de Châtillon. Ces déchets, ce sont vos sacs jaunes une fois ouverts. À première vue, des déchets et rien de bon à récupérer. Pourtant, dans cette usine Vendétrie de la Ferrière, le but est de séparer ces emballages pour ensuite les valoriser. Chaque jour, une centaine de tonnes d'emballages transitent ici. Quand votre sac d'emballage arrive ici à Vendétrie, donc l'objectif ça va être de récupérer à l'intérieur les emballages et de les trier par matière. Donc c'est différentes machines qui vont effectuer ça. Donc ils vont devoir séparer notamment l'acier, de l'aluminium, du carton et du plastique. Un grand tri mécanique donc, mais la main humaine intervient derrière. Des employés de Vendétrie assurent qu'il n'y a pas de raté, chaque déchet est une ressource. Les machines font le plus gros du travail et le travail des valoristes, donc c'est les personnes qui sont dans l'usine. C'est vraiment un contrôle de qualité. Elles vont devoir retirer les dernières erreurs des machines pour avoir une matière impeccable. L'an dernier, près de 33 000 tonnes d'emballages ont été traitées par Trivalis. Un bon chiffre, mais dans les faits, plus de 11 500 tonnes de détritus n'auraient jamais dû finir dans la poubelle jaune. Très souvent, dans la poubelle des emballages, on voit des vêtements. Donc normalement les vêtements doivent être plutôt mis donc, dans les bornes à vêtements, les bornes relais, les bornes blanches. On voit aussi beaucoup de restes de nourriture ou souvent des emballages qui ne sont pas vidés. Pensez bien, si vous avez un yaourt périmé par exemple, de le vider avant de le mettre dans le sac jaune, dans la poubelle jaune. Et après ça peut être des couches, des choses souillées, donc ça c'est pas top, quoi. Donc on est bien d'accord, dans la poubelle jaune c'est uniquement les emballages. Une fois séparés, ces déchets sont rassemblés en ballots. Derrière, ils seront vendus pour être valorisés puis recyclés en nouveaux objets avant de revenir un jour reproduire cette boucle. Ces derniers jours, une campagne de stérilisation des chats a eu lieu à Bournezeau et dans les communes associées. C'est déjà la 3e campagne en 1 an et demi organisée avec 30 millions d'amis. Près d'une 50aine de félins ont été emmenés vers un vétérinaire partenaire. Des stérilisations très importantes pour éviter l'abondance de chats errants. Pour l'association La Main à la Pâte 85, il y en a beaucoup trop. On n'en peut plus. Cette année, ça a été une catastrophe. On a été noyés par les chatons. Depuis, on va dire à peu près le mois d'avril. Encore maintenant, on trouve des tout petits chatons. Donc là, c'est plus possible. On ne peut plus absorber tous ces chatons, c'est pas possible. Toutes les associations de protection animale sont complètes. Et là, il y a eu énormément de mortalité cette année parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des maladies qui se mettent dedans s'il y a trop de chatons. Donc il faut absolument que les gens fassent stériliser leurs chattes, mais aussi leurs mâles. Parce que les mâles aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut les faire castrer et au contraire. Et en plus de ça, comme ça, il n'y aura pas de maladie, beaucoup moins de maladies, parce que s'ils ne sont pas castrés ni stérilisés, ils peuvent aussi contracter des maladies qui sont mortelles. Depuis quelques temps, la question se fait de plus en plus pressante. Faut-il que les marais bretons et Poitevin deviennent des parcs nationaux ? Si l'État est en pleine réflexion, dans ces territoires, le débat divise en raison des contraintes que pourrait générer une telle décision. À en croire ce sujet de Colline Davy, nombre de Vendéens craignent aussi de ne plus pouvoir gérer l'avenir de ces espaces déjà protégés. Le reportage donc, Colline Davy. Et si le 11e parc national se trouvait en Vendée ? 18 zones humides sont sélectionnées en France et parmi eux nos 2 sites incontournables, au sud le marais Poitevin et au nord le marais breton. Au cœur de ce dernier, les avis divergent avec tout de même une majorité de contre. Parce qu'on a envie d'avoir un peu de notre liberté aussi, d'aller pêcher, d'aller ramasser les champignons et tout ça. C'est-à-dire on arrête la pêche, on arrête le ramassage des coquillages, on arrête la chasse, on arrête tout ça. C'est punitif et donc tout ce qui est punitif, vu tous les problèmes qu'il y a actuellement, ça en rajoute une couche et donc il y aura une opposition très forte. Ça va impliquer pas mal de problèmes avec la pêche, avec la chasse. Je suis pour le parc national Beauvoir-sur-Mer, là, parce que je suis un défenseur de la nature et des animaux. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable est venue faire un premier rapport, mais pour les locaux, hors de question d'être retenus.
Principal point de désaccord, une gestion jugée équilibrée entre tous les acteurs. Je leur demanderai entre autres de stopper et de laisser la parole aux gens du cru. Ce territoire, il est remarquable, il est bien géré par le monde de la chasse, par les éleveurs. Alors qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est beaucoup trop de contraintes. On ne veut pas de ces contraintes. Même son de cloche de l'autre côté du département. Ici aussi, une commission du ministère de la Transition écologique s'est déplacée. Le directeur du parc comprend la démarche, mais ne veut pas non plus de cet avenir pour le Marais Poitevin. On a accueilli récemment cette commission pour leur dire que nous n'étions pas candidats, que nous ne souhaitions pas être parc national. Non pas parce que la démarche d'augmenter les zones humides en France n'est pas légitime, au contraire, on pense qu'il faut tout faire pour augmenter, il y a besoin d'augmenter les zones humides, mais que notre territoire n'est pas adapté. D'une part parce que je pense qu'on arrive à le gérer intelligemment par l'émanation des élus locaux, que ce soit des 2 régions, des 3 départements et des 91 communes. Et aussi parce que c'est un territoire qui vit avec beaucoup d'activités touristiques, activités économiques, qui ne sont pas compatibles avec la dimension d'un parc national. Si les principaux concernés s'opposent au projet de parc national, pas de quoi s'inquiéter pour le moment. La réponse est attendue pour janvier 2023, mais il est probable qu'aucun de ces 2 sites ne soit retenu. Et comme évoqué, donc, ce sujet est en pleine réflexion dans les arcanes du pouvoir. Pierre Henriet, le député de la 5e circonscription de Vendée, dont dépend le Marais Poitevin, appelle donc à la mesure. Pour le moment, ce ne sont que des discussions. Il n'y a rien de lancé aujourd'hui. Quand la secrétaire d'État à la biodiversité a annoncé donc un éventuel 11e parc, d'abord, c'est pas sûr qu'il y ait un 11e parc qui soit labellisé. C'est une proposition qui a été faite et aujourd'hui, vraiment, tous les canaux restent ouverts. Donc évidemment, il faut rester vigilant et encore une fois, moi j'appelle l'ensemble de mes collègues à être tout aussi vigilants que je le suis également sur ce dossier. Pour autant, je ne crois pas effectivement qu'à l'heure actuelle, il y ait d'inquiétude particulière à avoir pour l'avenir du Marais Poitevin. Sans transition, Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'est rapproché cette semaine d'Amnesty International. Les élus gillo-cruciens participaient au mouvement Ville pour la vie, ville contre la peine de mort. Concrètement, la municipalité va bientôt projeter sur la façade de son hôtel de ville son engagement contre la peine de mort. La peine de mort, c'est quand même un peu spécial. Quand vous demandez aux gens êtes-vous pour ou contre la peine de mort, ils peuvent vous répondre moi je suis pour dans les cas de crimes particulièrement horribles, etc. Et ça, ce sont toujours des réactions en fait un peu sur l'émotion. C'est la vengeance. On pense effectivement, si ça m'arrivait à moi, je serais pour la peine de mort. Bon. Mais ce n'est pas ça. L'important, c'est que maintenant, nous sommes dans un pays qui a aboli la peine de mort et nous devons faire en sorte que la plupart des États, ou la totalité des États, puisque nous sommes pour l'abolition universelle, abolissent la peine de mort. Au Sables-d'Olonne, des graffitis promis à l'éternité. Si l'art du graphe est éphémère, des œuvres vont pouvoir devenir éternelles grâce au métaverse. Le métaverse comprenait univers virtuel. Dimanche dernier, les artistes intéressés ont pu scanner leurs œuvres pour en faire des NFT, des œuvres d'art numériques attachées à un certificat d'authenticité. Grâce à cette identification, ces créations peuvent être vendues virtuellement et même figurer dans un musée national numérique. Elles se vendent et se revendent au gré de la valeur de l'artiste. L'artiste nous dira aussi comment il veut qu'on prenne son œuvre en photo et ensuite nous on crée en fonction de cette œuvre ce qu'on appelle un NFT, donc tout simplement sur notre blockchain Veritize on va créer le NFT avec cette image correspondante et les gens pourront donc acheter cette image numérique qu'ils pourront ensuite afficher chez eux sur un cadre numérique ou tout simplement dans leur métaverse ou donc un jeton non fongible, une sorte de pièce d'art unique que l'on exposera à Paris au NFT Factory en leur proposant bien entendu de vendre ces pièces uniques. En fait c'est le marché qui nous le dira. Est-ce qu'aujourd'hui le graffiti a sa place dans les NFT? C'est une grande question, ce sera une première en France, peut-être même pas en Europe, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est en les présentant qu'on permettra de diffuser cet art et de voir si en effet il a une valeur sur aussi la place numérique.
Revenons sur une autre expression de l'art avec le travail d'une artisane. À la bretonnière Laclais, Marie est tisserande. Depuis une année, cette diplômée des métiers d'art en tissage exerce avec des matériaux de seconde main. Cette professionnelle a fait ses armes au sein de la prestigieuse école du Perret à Paris. Un savoir qu'elle nous partage à l'occasion de ce sujet cousu main par Cyril Guillet. Après avoir travaillé 4 ans pour les plus grandes marques dans le design et l'ameublement de luxe, Marie 19 a installé son métier à tisser à la bretonnière Laclais. La passion chevillée au corps, elle crée des objets décoratifs à destination de l'habitat. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dimension du temps. Le temps s'arrête quand on fait du tissage. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et vraiment, c'est tout un travail de préparation du métier qui, pour certaines grandeurs de textile, peuvent prendre plusieurs jours. Et c'est incompressible. Et c'est ça que je trouve qu'on prend le temps de faire. Le tissage, c'est plutôt pour moi une technique pour exprimer ce que j'ai dans la tête. Et donc, vraiment, c'est une technique qui permet de créer à l'infini. Éthique et sensible à l'environnement qui l'entoure, elle travaille essentiellement des matières de seconde main. Plus précisément, ce sont des matières upcyclées. Je valorise des matières qui sont des stocks dormants, des laines, des lins qui vont être oubliés un petit peu dans les placards. Et donc je récupère tous ces matériaux dans des ventes de boutiques solidaires, les Emmaüs, Le Bon Coin, pour éviter le gaspillage. Parce que pour moi, il y a assez de matières sur Terre et donc on peut les utiliser, les valoriser. Dans ses créations, elle ne se contente pas du lin ou bien encore du coton. Elle intègre différents matériaux qu'elle glane la plupart du temps elle-même. Notamment ici, on a de l'osier et du cuivre avec ensuite un mélange de fibres que je récupère. Je glane mes matériaux, donc je récupère dans des rallonges qui ne fonctionnent plus, donc pour donner une seconde vie et éviter le gaspillage. Comme pour beaucoup d'artisans créateurs, l'approche de Noël est une période bien remplie. Vous pourrez retrouver ces créations ce week-end à l'occasion du marché de Noël de Mareuil-sur-Lay et les week-ends suivants à la Couture et la bretonnière Laclais. Et puis du sport, la flamme olympique partira dans notre département. Ce monument des Jeux restera une journée en Vendée. Pas d'affolement cependant, le parcours n'est pas encore connu et la lumière sur le parcours de la flamme devrait se faire au printemps 2023. Des premiers éléments fournis par les présidents du département et du comité olympique français, Tony Estanguet, nous font penser que ça traversera tout simplement les plus beaux sites départementaux. Quant à la date, probablement entre avril et juillet 2024. Pour financer l'opération, le département a tout de même participé à hauteur de 150 000 €. Et puis, autre événement sportif annoncé lundi, les affiches des 32e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort se déroulait à Nantes, au stade de la Beaujoire. Le gros tirage, c'est pour la Châtaigneraie. Le club de R1 affrontera le 7 ou 8 janvier prochain les Merlus du FC Lorient. Du côté des Herbiers, c'est un autre club morbihanais, Pontivy, qui sera donc sur le chemin des Herbretais. On est ravis, on est content parce que ça récompense le travail de, évidemment, le président, son bureau, les dirigeants qui sont là depuis des années, des dizaines d'années pour certains. Et puis évidemment tout le travail du sportif, les éducateurs et les joueurs. Alors, on a le choix entre plusieurs sites qui peuvent accueillir des Ligue 1. Alors ça peut être évidemment le stade de Desgranges à La Roche. Ça peut être aussi le stade Mazabiel aux Herbiers ou Jean de Mousson à Luçon. C'est un tirage jouable, mais ça va être un match compliqué. Pontivy est une ancienne équipe de N3 qui vient de redescendre en R1, entraînée par David Le Goff, qui était l'année dernière au Stade Briochin. On a le temps de préparer les choses, on verra. Mais comme je disais tout à l'heure, un match de coupe est fait pour être gagné. Donc on mettra tout en œuvre pour essayer de se qualifier et faire honneur au club des Herbiers qui a, je dirais, une tendresse particulière pour la coupe.
Voilà pour ces éléments de sport, mais aussi pour cet hebdo. C'est la fin de celle-ci. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Le retour de l'info, c'est dès lundi matin avec Caroline Tranche.